Alors, il y a un exemple qui était assez phénoménal, c'est celui d'une entreprise sous-traitante d'un grand groupe industriel aéronautique qu'on ne citera pas, et qui s'est acheté une machine à usinage à grande vitesse. Et puis cette machine à usinage à grande vitesse, qui était réputée résoudre ses problèmes, ben, elle ne tourne pas à grande vitesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez résolu ça? Moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, pas plus loin que tout à l'heure, devant mes étudiants, je dis qu'il faut concilier la technologie avec la gestion. Cette entreprise, elle a entendu parler de machines UGV qui travaillent à une vitesse très très grande. C'est vrai que ça peut résoudre des problèmes, on peut dire, de durée de fabrication, mais ils ont oublié le système de gestion. Et donc, au bout d'une semaine, ils sont tombés en rupture de stock, et donc il n'y avait plus de matières premières, et la machine, c'est une machine goulée, donc il a bloqué toute la fabrication parce qu'il n'y avait pas un système de gestion qui suit cette machine et cette technologie. C'est presque invraisemblable ce cas, parce que on se dit quand même, il y a des ingénieurs qui sont derrière, qui choisissent ces matériaux, il y a un investissement important, et on ne pense pas à l'approvisionnement en matières premières. Et puis il y a même eu d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de qualification des opérateurs, de présence des opérateurs, de flux à l'intérieur, enfin, de la gestion. C'est tout à fait ça, parce que il ne faut pas oublier, dans les PME, PMI, en général, on n'a pas le temps de penser à ces outils, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de production, tout ce qui est optimisation de la planification, de l'ordonnancement, la gestion des aléas. Comment on va faire quand un opérateur n'est pas là? Comment on va faire quand une machine tombe en panne? Bonne question. Quelle est votre réponse à vous? La recherche, elle est très active en ce moment dans ce domaine. C'est parce que c'est les besoins des entreprises en ce moment, c'est comment trouver des plans qui sont robustes, qui restent robustes, qui sont à toute épreuve, de tout aléa. Voilà, c'est ce qu'on appelle la robustesse des solutions robustes et stables dans le temps. Avec une rapidité en temps réel. Voilà, de calcul, c'est-à-dire il faut que l'ordonnancement, c'est ce qu'on appelle l'ordonnancement réactif, c'est-à-dire j'ai un problème, il faut que je réponde tout de suite parce que sinon je vais retarder. Ma machine à usinage grande vitesse, elle a plus d'approvisionnement parce qu'il y a mon camion qui m'apporte ça, qui doit être là, et puis ça pose pas de problème si là, il s'est renversé dans un virage. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, dans ce cas, de toute façon, quel est le plan robuste? Non, toutes les entreprises savent très bien qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle un stock de sécurité. Voilà. Donc le stock de sécurité, il est là pour pallier à ces aléas, c'est-à-dire le retard de livraison, c'est-à-dire si par exemple même ce qu'on appelle la consommation augmente, et nous on a prévu une consommation qui suit un certain schéma. Donc, il y a le stock de sécurité qui doit être aussi dimensionné. Il y en a qui le font comme ça, à la louche, mais la maladie de l'opérateur qualifié nécessite qu'il y ait un autre opérateur qualifié qui puisse monter en ligne très rapidement. Ou bien formé. Parce que là, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour l'entreprise de construction, on peut dire, de bateaux, voilà, il y avait ce qu'on appelle, ils nous demandaient aussi de leur donner un outil qui va simuler le besoin en personnel qualifié. C'est-à-dire, pour un projet qui va commencer dans un mois, quel est le besoin de personnel qualifié? Donc, le logiciel qu'on a développé, il donnait, c'est-à-dire on simule, si on veut faire le projet dans certains temps, par exemple, respecter le temps de cycle, il faudrait qu'il y ait tant de personnes qualifiées dans cette compétence. Alors, on comprend bien maintenant qu'on a en face de soi un tableau de bord et qu'on peut avoir une vision stratégique, tactique, opérationnelle et même temps réel. Temps réel. Oui. Alors, et c'est vous les chercheurs qui apportez ça à l'entreprise. On parlait du coût de consultation d'un ingénieur par jour avec Eric Hénard tout à l'heure, mais dites non, ça va coûter cher aux entreprises, des PME ne peuvent pas se payer ça. Il n'y a que les grands groupes industriels qu'on ne peut pas nommer. Expliquez-nous ça un peu. Vous êtes accessible malgré tout aux PME. Pierre Dejax, vous maîtrisez ça, vous avez tous les chiffres et tout ce qu'il nous faut. En fait, il existe de nombreux mécanismes de collaboration entre les instituts de recherche, les universités, les écoles et les entreprises. Il y a des projets à tous les niveaux. Il y a des projets qui concernent des stages d'étudiants
qui sont pilotés par les enseignants-chercheurs en collaboration avec les entreprises. Il y a des projets au niveau des thèses de master et il y a des projets au niveau des doctorats. Alors, en clair, il y a par exemple, pendant les doctorants, ceux qui mènent un doctorat. Alors, s'il y a effectivement une entreprise souhaite, en collaboration avec les professeurs d'un laboratoire, résoudre un problème qui est complexe et qui nécessite quand même des recherches assez approfondies. Il a besoin d'un temps de chercheur assez important. Alors typiquement, il va y avoir le développement d'un contrat de recherche entre le laboratoire et l'entreprise. Et il y a un mécanisme, un jargon qui s'appelle les thèses CIFRE. CIFRE, c'est pour ça que je faisais le jeu de mots avec chiffre. Voilà, c'est la Convention industrielle de formation par la recherche. Voilà. Donc c'est un mécanisme dans lequel il y a un contrat de recherche entre le laboratoire et l'entreprise. Il y a l'embauche d'un jeune chercheur, qui est un jeune ingénieur ou titulaire d'un master, qui est embauché par l'entreprise pour être le pilote de la recherche sur une durée typique de 3 ans. 3 ans. Et qui est copiloté par les responsables de l'entreprise et les professeurs. Et donc, il travaille à la fois sur des problèmes complexes pour l'entreprise, mais des problèmes d'un niveau scientifique qui justifie de faire une recherche qui aboutira à son doctorat. Alors, ça coûte quoi à l'entreprise? La rémunération de ce doctorant pendant 3 ans? Il y a plusieurs mécanismes. Donc, il y a la rémunération du chercheur en doctorat pendant 3 ans, qui est embauché comme salarié. Donc, il y a une base minimum qui est imposée par un organisme qui s'appelle l'ANRT, l'Agence nationale de la recherche technique, mais l'entreprise est libre de donner le salaire qu'elle veut. Il y a une subvention donc, qui est donnée par cet organisme ANRT, et en même temps, il y a un contrat de recherche financé qui est passé entre l'entreprise et le laboratoire pour subventionner la recherche et compenser le temps passé par les enseignants-chercheurs. Et en 3 ans, l'entreprise, elle a réglé son problème. Au fond, elle dispose d'une quasi-équipe de recherche qui est dévolue à son problème. Voilà, il y a un comité de pilotage qui permet de suivre en permanence la recherche en fonction des objectifs de l'entreprise et du niveau scientifique. Alors, ça aboutit généralement vers ce qu'on appelle un prototype démontrable. L'exemple des tournées de techniciens que j'évoquais tout à l'heure, ça a été fait dans le cadre d'une recherche en convention partenariale dans ce domaine-là. Et ça, c'est accessible à une PME. Voilà, alors c'est tout à fait accessible par une PME parce qu'il y a donc ces mécanismes d'aide. Alors, ce que vous avez fait, ce que vous nous avez expliqué, très simplement, merci, parce que je suppose que c'est encore plus complexe que vous ne le dites.